Et je suis parti en 3e année à Bombay, en Inde. 88-9, c'est moi, c'est Paul Gasnier, j'étais le colocataire de Pierre Bourdon à Bombay en Inde. À Bombay, donc j'étais le colocataire de Paul. On a étudié les deux au Tata Institute, donc, qui est dans la banlieue est de Bombay. Donc c'est une fac qui est spécialisée en sciences sociales. On y fait quoi? On y fait principalement des études sur le développement, de travail social, ressources humaines. Ce serait un petit peu comme le Sciences Po en Inde, mais en très très différent. très différent. Alors, moi tous mes choix étaient en Inde. Le Tata Institute, c'était mon premier choix à Bombay. Sinon j'avais mis mes 2 premiers choix à Bombay, après 3 choix à Delhi et le dernier à Madras. Et je suis très content d'avoir eu mon premier choix parce que la compétition était rude, n'est-ce pas Pierre? J'avais mis mon premier choix à Bombay, donc au TIS, comme Paul. Mon 2e choix, je l'avais mis à Delhi. Mon 3e aussi. J'avais dû mettre 2 choix à Pune, je suis content de ne pas y être allé. Et un choix aussi à Madras, il me semble. Il y avait combien de places à Otis? 2. Une. À la base, il y en avait une. Donc on ne s'aimait pas du tout. Mais Sciences Po a réussi à en rajouter une. Donc on s'est beaucoup aimé. Psychologiquement, on s'est tendu. On a fait connaissance à cette occasion de savoir qu'on allait passer un an dans la même université. Donc ce fut un plaisir. Au moment de la lecture des résultats, ma foi, grande émotion. Ouais, j'étais heureux, franchement. Surtout heureux que cette compétition s'arrête. Au moment des résultats, j'étais en face d'une fille qui ne l'a pas eu. Du coup, j'étais très joyeux, j'ai pas trop osé le montrer. Non, on a passé une très bonne soirée en fait. C'était plutôt joyeux parce que quasiment tout le monde était content de son choix. Bon, il y a quelques personnes qui regrettaient un petit peu, mais bon, quand on choisit l'Irlande ou les Pays-Bas, forcément. Non, mais tout le monde était plutôt joyeux. Dès qu'on est arrivé à Bombay, on a visité l'appartement dans lequel on allait vivre. Et un appartement qui n'avait pas de mur. Donc bref, on est arrivé dans cet appart sous la mousson où il pleuvait à l'intérieur. Il y avait des bâches à la place des murs. Du coup, ton salon donnait direct. In the building, Khalid, Ramel, Pharrell in the house. Et entre le moment où on a posé les pieds en Inde et le moment où on a vraiment emménagé chez nous, il y a dû avoir un mois et demi de battement, pendant lesquels on n'avait soit pas de logement, soit pas de mur. Et il pleuvait beaucoup. Donc les débuts étaient difficiles. C'est vrai que c'est pas les souvenirs les plus agréables de la 3e année. Ouais, mousson pendant 3 mois. Et c'était une année où la mousson était particulièrement violente, surtout à Bombay. Je t'ai jamais vu de rat flotter dans une flaque de boue. C'est vrai que c'est une première expérience assez intéressante. Mais non, la mousson c'est pas du viande, ça dure très longtemps. Il pleut tout le temps, il pleut beaucoup trop, toute la journée, toute la soirée. Enfin, quand t'as pas de mur en plus c'est un peu chiant. Non, c'est vraiment pas une très belle expérience, il fait très chaud, très humide, rien ne sèche, jamais, rien. Tous les trains sont bloqués, donc t'es un peu cloîtré chez toi. Mais les Indiens aiment beaucoup ça. Ce qu'il faut savoir, quand on arrive en Inde, on ne sait pas forcément, mais c'est que les jours qui précèdent la mousson, il fait en général 43-44 degrés avec un taux d'humidité qui est environ 80-90%. Mais c'est crétin, ça les fait rire. Quand il commence à pleuvoir, et c'est vrai, ça les fait rire. Peut-être qu'ils ont soif. Non, mais c'est surtout de voir des Indiens de 25 ans en train de sauter à pieds joints dans des mares et rigoler comme des fous. C'est assez marrant. Ouais, t'es un peu cynique là, hein. Je trouve qu'il y a des Indiens qui rigolent pas et qui n'ont pas rappelé. Tu les as vus, putain. Il y en a quelques-uns qu'on n'a pas rappelé. Alors en fait, c'était l'appartement qui appartenait aux étudiants de Sciences Po qui étaient là avant et qui appartenait encore avant à ceux de Sciences Po. Donc c'est un appart qui se refile. Et qui appartient toujours à des gens de Sciences Po. Voilà, qu'on a redonné aux 2 filles qui allaient au TIS. C'est un super appartement. Il est situé juste en face du centre de recherche nucléaire de Bombay. Donc là où ils ont découvert la bombe atomique pour la foutre sur la gueule des Pakistanais. C'est un endroit très chaleureux avec des tanks, des mitrailleuses lourdes, des militaires. En bas de la rue, En bas de la rue. Et tu vois, quand t'es sur l'autoroute et que t'as les HLM sur le côté, tu te dis ah les trous de balles qui habitent là. Bah là c'était nous, parce que juste derrière il y avait une bretelle d'autoroute. Ma chambre en fait, pour être plus précis, vu que la chambre de Paul ne donnait que sur la piscine. Les Indiens, pour la plupart, ne savent pas nager. Donc en fait, le fait d'avoir une piscine, c'est très sympa parce que ça montre que tu es un bourgeois et que tu as de l'argent. Mais en soi, ils ont dû l'utiliser en tout et pour tout 4 ou 5 fois. Et le reste du temps, pour eux, c'était l'hiver, donc il faisait trop froid, en gros 28 degrés. Et ils l'utilisaient pas. Oui, les filles n'avaient pas le droit d'être en maillot de bain dedans, il fallait qu'elles couvrent au moins jusqu'au mollet. En vertu de la vertu, en fait. En vertu de la tradition. Ouais. La tradition, c'est super important. On n'a jamais compris. En fait, on a les petits problèmes relationnés avec nos voisins. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Putain, ouais.
Le fait que Pierre soit noir n'a pas arrangé les choses, parce que déjà que les Indiens sont très xénophobes. Je pense que... Je suis pas très noir non plus. En fait, le problème, c'est que des filles sont souvent venues chez nous et pour la peine, elles étaient un peu trop blanches. Et ils ont une vision de la femme occidentale qui est assez basique, qui vient seulement de leur film porno, je pense, ou un truc dans ce genre. Donc forcément, quand une fille blanche vient chez toi, c'est qu'elle a des idées un peu sales derrière la tête, et ça leur plaît pas particulièrement de savoir que tes voisins font une partouze à l'étage en dessous, quoi. Même si ça n'arrive pas. Avec les Indiennes, ça ne se passait pas. C'était très... Et ça, c'est pas seulement parce qu'on est des losers, mais tous les étrangers qui étaient en Inde disaient ça. Même si Bombay, c'est une ville très libérale et tout, les filles sont quand même super tradies et ont vraiment un tabou sur leurs relations avec les hommes et sont hyper coincées. Enfin, c'est indescriptible, franchement. Ouais. Non. Ouais, les Indiennes sont les plus belles femmes du monde. Je crois qu'on peut s'accorder là-dessus. Mais à part si tu veux en épouser une, et encore là c'est compliqué, Ouais, c'est ça. et il faut pas trop espérer faire des rencontres. Ouais, moi j'étais avec une Indienne pendant 2 mois et ça s'est pas très bien passé. Non mais voilà, globalement, si vous cherchez des relations avec les filles, n'allez pas en Inde parce que c'est pas idéal. Partez plutôt en Californie. Là, il y a un côté un peu oppressant dans les relations sociales avec les jeunes Indiens. Toi, quand tu les rencontres, tu peux recevoir 40-45 textos de la même personne pendant la même journée, alors que tu l'as rencontré l'avant-veille. Pourquoi tu m'appelles pas? T'es où? Tu fais quoi? Pourquoi tu vas pas en cours? Pourquoi tu veux pas aller en cours? Pourquoi tu réponds pas à mes textos? Pourquoi tu réponds pas à mes autres textos? Donc au bout d'un moment, il faut mettre le haut. Là, je pense que c'est quelque chose qu'ils comprennent pas forcément tous. Ils sont pas tous comme ça non plus, hein, mais c'est vrai qu'il y a... Moi, ils sont tous comme ça. Ok. Il y a des relations qui sont un peu inclusives parfois. Un peu trop inclusives. Non, je crois qu'il y a Ils sont comme ça entre eux aussi. il y a une sorte de candeur qu'on qualifierait nous d'immaturité. Et ils prennent ça pour de la gentillesse en fait. Ils pensent que c'est ce qui se fait entre deux amis. De s'envoyer 10 000 textos en une journée. Enfin, c'est des gens qui ont quand même 25 ou 26 ans, si tu veux. Pas des enfants, mais c'est vrai que dans leurs rapports sociaux, dans leur comportement en classe, quand ils se font passer des petits mots ou des choses, c'est assez... Là où il faut mettre un peu de cœur dans C'est assez fou. Bah, encore plus le TIS en fait. Le TIS c'est une fac fantastique, mais les gens qui viennent plus de la campagne que de Bombay. C'est une fac qui illustre un peu le modèle méritocratique indien. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de beaucoup d'endroits et qui du coup ont parfois des comportements plus traditionnels que les habitants de Bombay qui sont quand même un peu plus occidentalisés. Mais c'est quand même un pays formidable, aux 1000 couleurs et aux 1000 saveurs. Moi j'ai voulu partir en Inde déjà parce que c'est un pays que je connaissais un peu mais que par les bouquins, donc, dans lequel je voulais aller, c'est pour ça que j'ai mis mes 6 choix là-bas. Et le TIS plus particulièrement parce que c'est une fac assez originale et qui permet de faire beaucoup de choses en fait. C'est la première université en Inde qui a créé une école de travail social et donc elle a une vraie culture du travail qu'on appellerait nous humanitaire avec des réseaux d'ONG très étendus et très efficaces. Donc quand tu es au TIS en fait, en parallèle de ton master, tu peux très facilement effectuer des stages dans pas mal d'ONG, des stages que tu aurais du mal à décrocher tout seul parce que tu parles pas hindi, tu parles pas marathi, t'as pas de contact et pas forcément le courage de partir seul pour aller faire un stage quelque part. Donc le TIS, c'est un gros avantage pour ça et c'est une fac qui est aussi réputée pour avoir un bon niveau. En Inde, c'est une fac qui est quand même très reconnue pour ça. Et c'est vrai que si le niveau en sciences sociales est généralement assez faible, là-bas ça tient à peu près la route. Ben moi, contrairement à Pierre, c'est un pays que je connaissais déjà. Parce que j'étais déjà allé 3 fois avant, mais en tant que touriste à chaque fois. Et là, je voulais vraiment connaître mieux ce pays et vraiment arrêter d'avoir cette vision de touriste qui reste 3 semaines. Juste un pays qui m'attirait personnellement. Je sais pas vraiment pourquoi. J'avais commencé à apprendre l'hindi au premier semestre de première année. Et voilà, je voulais vraiment vivre une expérience vraiment à l'opposé de ce que je connaissais à Paris. Et je pense que l'Inde, c'est le meilleur pays offert par Sciences Po pour ça.
paludisme en même temps. On était allé à l'hôpital pendant, je sais plus, 3 semaines. Oh, 3 semaines, comme ça. Non, on a eu de la chance parce qu'il y a quand même 4 ou 5 étudiants de Sciences Po en Inde qui ont attrapé la malaria. Bon, c'est des souches de palud qui sont assez inoffensives en Inde. Mais je crois que des parents se sont plaints à Sciences Po et du coup, dès qu'on était malade, la direction nous appelait avec un ton un peu affolé. Est-ce que vous allez mourir ou pas demain ? Et finalement, nous, on n'a rien eu. Après, il y avait des rappels de vaccins, donc on a dû se faire des picots. 4 ou 5. Si tu fais le vaccin contre la rage, tu dois faire en tout 7 vaccins comptant tes hépatites, peut-être les rappels que tu as à faire avant et les 3 prises pour la rage. Ça coûte cher. En tout, il faut compter 300 et quelques euros de vaccin. Bizarrement, à Bombay, on n'était que 5 cette année. En fait, la plupart des chansons. Oui, pardon, on était 6. La plupart étaient à Delhi et à Pune. Où là, à Delhi, c'était, je sais pas combien, T'as eu 25 hein. Et donc nous c'était sympa parce que je connaissais, vu qu'on était que 6, je connaissais très bien. Et dans l'ensemble, tout le monde a vraiment aimé. Même si les débuts pour tout le monde n'étaient pas faciles. Tout le monde, je pense qu'au final, était triste de partir. Tout le monde a beaucoup voyagé et a vu de très belles choses. Et moi, j'ai pas eu de retour très négatif. Apparemment, il y en a un ou deux qui sont revenus parce qu'ils ont pété un câble. Je les connais pas. À Bombay, non. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes avec leur santé ou le niveau d'études qui a causé quelques soucis. Mais sinon, en Inde, tout serait bien. C'est pas un pays qui est très compliqué à vivre une fois qu'on a pris le pli. Sunlight on your back, you're dreaming. La vie nocturne à Bombay, C'est cool en final, ouais. Enfin, c'est pas Berlin, attends. Mais pour l'Inde, ça va. C'est un modèle un peu bling bling où il y a des boîtes qui font boum boum et puis. Il n'y a aucun truc alternatif, il n'y a aucun. Pas encore. Pas encore, ouais. Les riches indiens, c'est un peu comme Y a un pas de bobo, riche non. russe, mais en plus foncé. Ils ont absolument aucun goût, ils ont généralement aucune culture. Enfin, en tout cas, les plus riches à Bombay, parce que Bombay, c'est une ville qui est très particulière. C'est une ville qui a absolument aucun sens de l'art, qui est très peu raffinée, même les Indiens le disent. C'est le genre de ville où un mec va pouvoir se faire construire un immeuble pour lui tout seul à $1 milliard, mais derrière ça, il y aura très peu de galeries d'art, très peu de musées, très peu de concerts, très peu de cinéma, très peu de tout. Et ça fait un peu de la peine parce que c'est vrai qu'à part acheter le dernier iPhone, le dernier iPad, la plus grosse voiture et le plus gros 4x4 et autres, il n'y a pas grand-chose. Alors, c'est pas du tout craignos Bombay. Pour une ville comme ça, c'est très safe. On se sent plus en sécurité en général à Bombay qu'à Paris. Il nous est rien arrivé en un an. Quand tu débarques avec une fille blanche dans un quartier où toutes les meufs sont en burqa, tu te sens un peu seul, mais sinon, les tensions communautaires, on n'en a pas trop vu. Est-ce qu'on a bu ? On a bu quelques fois, on a le droit de boire. Contrairement au Gujarat, à Bombay, on a le droit de boire, les gens s'en privent pas d'ailleurs. Il n'y a pas de terrasse dans la rue, c'est dans des endroits fermés. Il n'y a pas de bar. Les Indiens ne connaissent pas les bars, ou s'il y en a, c'est pour les expats. Donc en général, ils vont dans ce qu'on appelle des country liquor, qui sont des espèces de caves glauques. Évidemment, il n'y a pas de femmes. On boit des alcools à 10 roupies et qui ont la propriété de te rendre aveugle au bout d'1 ou 2 litres. Et c'est une ambiance très particulière. C'est une ambiance très particulière, mais très sympa. Bombay, c'est pas cher. Franchement, dans la vie de tous les jours, c'est pas cher, mais les sorties coûtent très cher. La vie nocturne à Bombay est extrêmement chère parce que c'est fait pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Donc c'est aussi cher, voire un peu plus cher qu'à Paris. D'aller en club, de boire une bière, tout ça coûte relativement cher. Après, pour le reste de la vie, tu peux facilement manger et bien manger pour 50 € par mois. Les loyers, c'est moins cool. En fait, c'est relativement cher parce que Bombay, c'est comme une ville où il y a 25 millions de personnes et c'est très fermé, donc les prix sont hauts. Et surtout, il faut payer 5 mois de caution avant d'emménager. Donc ça fait quand même une petite somme que tu payes entièrement en cash, puisque tu payes tout en cash. Et sans aucune preuve de remise, vu que sur le bail, il y a marqué que tu payes 10 fois moins pour que le mec ne paye pas de taxes. Donc c'est vrai que pour récupérer la caution, j'ai dû un peu menacer le propriétaire à la fin.
Mais à part ça, ça reste vivable. Il faut compter environ 200 à 300 euros par personne par mois. On était à HSBC. Moi j'avais un compte dans une banque indienne, State Bank of India, qui me doivent 10 000 roupies d'ailleurs, qui ont disparu de mon compte. Et qui n'y ont jamais rendu. Non, HSBC c'est très bien parce que vous aurez une carte Platinum, ça plaît beaucoup aux filles en Inde. Ça plaît vraiment beaucoup et ça marche bien. Disons que c'est une banque qu'ils connaissent donc c'est plutôt pratique. Ah putain. Au niveau administratif, ouais. C'est à la fois drôle, exaspérant et ouais c'est ça. Enfin... En gros pour ouvrir une connexion internet chez le fournisseur gouvernemental, il faut visiter environ 7 à 8 bureaux différents, voire 7 à 8 personnes différentes et à chaque fois leur répéter la même chose. Et ouais, ça fait un peu la préfecture dans Astérix et Obélix. Et puis c'est partout pareil, c'est pareil pour la fac, c'est pareil aussi si tu as des papiers, c'est pareil pour à peu près tout. Et une fois que tu t'y fais, tu apprends à y passer plus de temps. En fait c'est assez drôle mais c'est vrai que c'est super chiant quand tu veux faire quelque chose de très simple, consacrer une après-midi à ça, quoi. Si tu veux envoyer une lettre à la poste, il faut acheter les timbres à l'autre bout de la ville, l'enveloppe à un autre bout de la ville, après il faut que eux le stampent et ça te prend à chaque fois des heures. Ah putain, t'y allais toi Ouais, je suis allé à l'hôpital, moi je suis dans un hôpital pour riches. Comme on est remboursé par la Sécu, en général on peut se permettre d'aller dans des hôpitaux qui sont quand même de bonne qualité. Et c'est ça que moi je suis allé au Lilavati Hospital et c'est quand même plus joli que le Kremlin Bicêtre. Moi je suis allé au Joy Hospital, je m'en souviens très bien. Tout le monde était pieds nus parce qu'il faut enlever les chaussures évidemment avant de tendre dans la moindre salle. Et moi c'était pour aller faire un rappel de vaccin, donc piqûre. Et je me souviens qu'il y avait l'air conditionné qui goûtait sur le lit sur lequel j'étais assis. Donc c'était pas hyper clean. Enfin comme tu peux l'imaginer avec le néon qui clignote et tout. C'était pas génial. Non, la santé coûte pas extrêmement cher en Inde, mais c'est comme tout en Inde, c'est-à-dire que tu peux payer très peu cher comme très très cher. Dans les bidonvilles. Il y a beaucoup de boulot qui se fait à Bombay en dehors des bidonvilles, même s'ils couvrent une bonne partie du territoire. Moi j'ai bossé dans une école, mais qui n'était pas située dans un bidonville, c'est dans une banlieue un peu sale de Bombay, mais ça n'avait rien à voir avec l'intérieur des slums, qui est quand même plus compliqué. J'ai bossé dans une école pour enfants sourds et sourds aveugles, et je donnais des cours de mathématiques et d'anglais. Et j'ai fait un peu de travail administratif aussi, et donc ça pendant 9 ou 10 mois, 9 mois je crois. On a bossé ponctuellement avec une autre étudiante de Sciences Po qui, elle, bossait pour la peine dans des bidonvilles dans le sud de Bombay. Il me semble que Paul t'a filé également des cours d'anglais à des jeunes travailleurs dans une autre structure. Voilà, il y a quand même pas mal d'opportunités pour faire des travaux comme ça. Je crois que des 6 étudiants qui étaient à Bombay, il y en a deux qui n'ont pas fait de travail social du tout. Je ne les nommerai pas. Les méchantes. Voilà, je ne les nommerai pas, mais ils n'ont rien fait. Et nous, on s'est donné plus ou moins bonne conscience et on a bossé plus ou moins dur pour apprendre un peu comment ça fonctionne dans ces genres d'endroits. Moi, je m'occupe principalement des enfants sourds. Pour parler à un enfant sourd aveugle, il faut maîtriser une technique de communication qu'on appelle communication tactile. Ça va ennuyer tout le monde. En gros, tu prends la main de l'enfant et tu fais des signes. Et tu espères qu'il comprenne ce que tu dis à la fin. Donc moi ce que je faisais c'est que j'ai appris un peu le langage des signes, de quoi me faire comprendre par ma classe, et j'écrivais au tableau, donc il arrivait à suivre quand même ce que je disais.
films d'arrêt d'essai, comme tu peux le voir. Ah, on a vu Black Swan quand même. J'ai joué dans un Bollywood d'ailleurs. C'était un rabatteur dans la rue qui cherchait des touristes, enfin des blancs, des Européens pour jouer dans les films de Bollywood. Parce que souvent c'est très à la mode dans les films modernes d'avoir des blancs dans le film. C'était dans un des plus grands studios Bollywood de Bombay, j'ai appris ça après. C'est un film qui s'appelle Daisy Boys qui va sortir au mois de novembre. Et ça va être un hit parce qu'il y a vraiment plein d'acteurs super connus. Il y a Akshay Kumar, Sanjay Dutt et le producteur c'est Amitabh Bachchan. Paul avait le rôle d'un Lady Boy dedans. Voilà. Qui joue particulièrement bien d'ailleurs. Non mais attends. C'était, donc voilà, j'ai été payé 500 roupies pour la journée, c'était à peu près 8 €. Donc pour 10 heures de boulot, c'est un peu l'esclavage. Tu avais les deux acteurs indiens qui dansaient au premier plan. Et derrière, c'était une scène de fête, donc tu avais une foule de petits blancs qui discutaient et tout. Mais ce qui était très drôle, c'est la façon dont ils maquillaient, ils coiffaient et ils habillaient les figurants. C'était complètement absurde. Moi j'avais un t-shirt rose avec des paillettes qui s'ouvrait jusqu'au milieu du ventre. Qui montrait ta musculature. Et qui montrait ma plastique de rêve. Et j'avais dit à la fille, mais vous savez, en Europe, quand on va aux fêtes, on s'habille jamais comme ça. Elle l'avait très mal pris. On a vu la Tikka. Ouais, putain, quelle histoire. C'est moi qui l'ai vu le premier. J'étais dans un restaurant et puis je suis sorti fumer une clope et là je tombe sur Freda Pinto, qui est l'actrice qui joue la Tikka dans Slumdog Millionnaire. C'est la raison pour laquelle on est parti en Inde en vrai. La plus belle femme du monde. Et en plus c'était à la fin de l'année, donc on a regretté de passer un an à Bombay sans la croiser. Et je suis là, putain, mais la Tikka et tout, donc j'allais lui parler, voilà. On s'est échangé nos numéros, on a bien rigolé. Et puis le lendemain, on s'est séparés. Puis le lendemain, je raconte ça à Pierre le soir, il était super jaloux, c'était la petite blague et tout. Et le lendemain, avec Pierre, on va dans un bar, et là qui arrive, Freda Pinto. Et dès qu'elle me voit, elle fait « Hey !» Parce que j'étais habillé pareil. Et bref, elle m'a reconnu. C'est légèrement romancé, mais c'est pas du tout romancé, elle m'a reconnu, excuse-moi. Elle a fait « Oui, je me souviens de toi, on s'est vu dans la rue et tout. » Et moi, j'ai présenté Pierre. « Have you met Pierre ?» Et du coup, ils ont un peu parlé. Et on m'a beaucoup parlé. Ouais. Et franchement, on a passé une bonne soirée avec Freda Pinto. Mon point de vue non romancé, c'est que comme n'importe quelle star qui voit deux mecs débarquer en rickshaw, elle pense que c'est des pouilleux et elle leur parle avec un grand sourire un peu compatissant du haut de ses talons de 20 cm. Elle est vraiment très jolie. Elle est vraiment très belle. À 3 roues, noir et jaune, qui a l'avantage de coûter très peu cher et de se filer partout quand il y a des bouchons. Et donc en gros tu prends un rickshaw pour aller après partout vu qu'il n'y a pas de métro, vu qu'il y a des bouchons tout le temps, et vu que le train à Bombay c'est très compliqué. Je pense qu'on pourrait passer pas mal de temps à parler justement du transport à Bombay. En gros, il faut savoir qu'une distance que tu peux faire en temps normal en une demi-heure, il faut 2h30 pour la faire à cause des bouchons. Il faut savoir qu'en heure de pointe, dans le train, il peut y avoir jusqu'à 12 personnes au mètre carré. Donc c'est très serré. Et chaque jour, dans le train à Bombay, il y a 8 personnes qui meurent en moyenne, étouffées par la foule ou piétinées. Ou écrasées par le train. Donc les transports à Bombay, c'est une expérience qui est vraiment unique. Apocalyptique mais unique. Il n'y a pas de carte imaginaire. Donc tu payes en général 5 ou 6 roupies le ticket, ce qui fait 10 centimes d'euros. Et si tu te fais contrôler sans ticket, tu payes en général 200 roupies d'amende, ce qui fait 3,30 €. Il n'y a même pas de plan en fait, des lignes dans les stations. Donc il faut demander aux gens qui vont organiser un petit congrès pour savoir quelle sera la façon la plus rapide d'aller quelque part. C'était le quartier le plus pollué de Bombay, donc d'Inde, en termes de qualité de l'air. Donc on ne pouvait pas marcher dans la rue parce qu'on arrivait complètement exténué. Paul est revenu 2-3 fois en courant, mais c'est tout. Noël. Où est-ce que tu as passé Noël, Paul? J'ai passé Noël dans la jungle. Sur les îles? Dans les îles Andaman. Alors c'est des îles qui sont situées entre la Thaïlande et l'Inde, enfin à 2000 km de l'Inde en fait, mais ça appartient à l'Inde. Et moi j'étais allé là-bas pendant 2 semaines pour passer Noël. Et donc j'ai passé Noël là-bas tout seul. Tout seul?
Ouais. Enfin non, j'avais trouvé une communauté catholique qui habitait au nord. Tu peux le dire. Et c'était assez émouvant. Ils avaient une petite chapelle perdue dans la jungle. Et donc il y avait cette petite communauté catholique qui était complètement séparée du monde et qui célébrait Noël et tout. Et c'était assez touchant, même si je suis pas croyant. J'ai fait des voyages classiques en Inde. Je suis parti au Kerala pour Noël. Super beau le Kerala. C'est le sud-ouest de l'Inde. C'est quasiment la pointe de l'Inde en fait. Et c'est une région qui est particulièrement belle. Vraiment, c'est super vert. Il y a une végétation luxuriante. C'est une région qui est très touristique, donc il y a souvent beaucoup de monde. Mais en tout cas, je le conseillerais à n'importe qui part en Inde. Parce que c'est quelque chose à voir. Après, je suis allé au Rajasthan, une région qui est à peu près autant touristique, mais là, c'est au nord-ouest de l'Inde, à la frontière avec le Pakistan. Et donc, on y retrouve tous les palais des Moghols et des anciens royaumes qui étaient là-bas. Donc, je fais un peu le tour classique, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Jaisalmer. Bon, les gens qui ont ouvert le Lonely Planet connaissent ce tour-là. Et enfin, j'ai voyagé un peu dans le nord-est de l'Inde, alors vraiment très rapidement, mais à Calcutta, qui est une ville vraiment géniale. Alors Sciences Po, on voit personne là-bas. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est, à mon sens, peut-être la ville d'Inde qui est la plus intéressante et la plus passionnante à vivre. Et puis après, je suis allé un peu plus loin dans le nord-est, à Darjeeling, pour voir les plantations de thé. C'est super sympa, Darjeeling. On peut faire pas mal de trek en partant de là-bas, mais j'avais pas le temps. Et après, une petite partie de l'Assam avec une réserve naturelle où on peut voir des super rhinocéros, c'est superbe. Et quelques villes un peu dégueulasses où il y a 1 million d'habitants et qui n'ont aucun intérêt. Voilà. Je suis pas allé voir le Taj Mahal. C'est à Agra, j'ai réussi à faire ça. Non, si tu parles de temps, il faut parler des voyages en train qui prennent beaucoup de temps. Il faut savoir qu'un Bombay-Calcutta, c'est 36 heures en moyenne. Et que les trains sont généralement en retard de 4-5 heures en plus. Donc c'est vrai que sur des vacances qui font 2 semaines, tu peux rapidement te retrouver à faire 60-70 heures de train. On a 1 mois pour Diwali, qui sont les vacances traditionnelles qui couvrent tout le mois d'octobre. Et après, on a 1 semaine ou 2 pour Noël, en fonction de la chance qu'on a par rapport à l'administration. Voilà. Mais par contre, on finit super tôt, c'est-à-dire qu'on finit les cours en mars. Donc effectivement, comme le visa peut courir jusqu'à juin, juillet, il reste beaucoup de temps pour voyager après. C'est que quand on fait des projets ou d'autres trucs, on prend un peu moins ce temps-là. Paul a fait un gros voyage de retour. Moi, je suis juste passé par Dubaï en avion. C'est un superbe voyage dans l'aéroport international de Dubaï, bel aéroport. Et après, je suis arrivé à Paris et voilà. Donc pendant que mon camarade crapahutait dans des pays pourris par le communisme et la vodka. Moi j'étais tranquillement dans mon pieu à Besançon. Non, le pire c'est la transition Bombay-Dubaï. C'est-à-dire que là tu passes à 2 extrêmes entre Bombay où tu as une vie relativement simple et l'aéroport de Dubaï où tout ce que tu vois c'est des gros américains qui essaient de gagner une Bentley à la loterie. C'est un peu... c'est radicalement opposé. Après, le retour à Besançon il est un peu hard parce que c'est une petite ville de province où il n'y a pas grand monde et quasiment que des vieux. Donc c'est vrai que pendant 1 an, tu passes ton temps à être dans des rues qui sont tout le temps, pas pleines, mais il y a toujours du monde à n'importe quelle heure. C'est vrai qu'à Besançon, le lundi soir, il se passe pas grand-chose. Comme voyage, je suis parti 10 jours au Népal. Après quoi, je suis allé au Cachemire pendant 1 mois, enfin un peu plus d'1 mois, puis après je suis allé au Punjab au sud et je suis revenu à Bombay en gros. Et le Cachemire, c'était la région qui m'a le plus marqué en Inde. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? On s'est fait des week-ends à Goa, parce que c'était pas très loin de Bombay. Je suis aussi parti 2 semaines dans les îles Andaman. Je suis allé dans le Gujarat pendant 1 semaine. C'est l'état où l'alcool est interdit, parce que c'est là qu'est né Gandhi. Donc on peut pas picoler, mais c'est très joli quand même. Et voilà, et après j'avais beaucoup de temps, j'avais 4 mois de libre entre la fin des cours en Inde et le début des cours à Paris. Et du coup je suis allé à Shanghai en avion.
Et depuis Shanghai, je suis rentré en France par voie de terre. C'était assez intéressant d'y être pour la situation politique parce qu'il se passe beaucoup de choses là-bas. Et c'est très intéressant de parler avec les gens avec les Cachemiris. C'est surtout un voyage super parce que j'ai passé beaucoup de temps au même endroit. Je suis resté 3 semaines juste dans une vallée du Cachemire qui s'appelle le Ladakh. Je pense que c'est ça les meilleurs voyages, quand on reste longtemps à un seul endroit et qu'on n'essaye pas de voir beaucoup de choses en peu de temps. C'est là qu'on s'imprègne vraiment de l'endroit et qu'on vit une expérience un peu différente. Mais donc voilà, après dans les pays que j'ai traversés au retour, donc j'ai commencé par la Chine. Après j'ai traversé l'Asie centrale, donc le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan. Après je suis descendu en Iran, puis je suis revenu en Europe par la Turquie et Bulgarie, Serbie, Croatie, Italie, France. Les visas, c'est un espèce de puzzle mental absolument incroyable. Et il faut s'y mettre bien 6 mois avant. Moi, il y a un visa qu'on m'a refusé 2 fois. Donc c'est pas facile, mais je suis content que ça ait marché aussi. Pour rentrer en Iran. Ouais, pour rentrer en Iran, c'est justement ce visa qu'on m'a refusé à Bombay et qu'on m'a ensuite refusé à Shanghai. Et le visa turkmène aussi, c'était pas facile de l'avoir. Mais au final, tout s'est bien goupillé, j'ai réussi à avoir tous mes visas à temps. Parfois, c'était limite au jour même. Parce que pour attendre un visa, parfois ça met 3 semaines, mais le pays dans lequel tu es, ton visa dure que 2 semaines. Donc il faut vraiment bien calculer son truc. Et moi, ça a marché, donc j'étais content. Ça coûte très cher. Alors le budget de mon voyage, c'était à peu près 2000 €. Je dépensais 25 $ par jour en moyenne. Ça, c'est sans compter le prix des visas. Le prix des visas, j'en ai eu pour 300 €. J'ai fait beaucoup de couchsurfing. Je logeais beaucoup chez l'habitant. C'était assez fou parce que on était arrivés les deux depuis pas très longtemps et les choses les plus communes de la vie quotidienne de Bombay nous paraissaient encore incroyables. Et le fait notamment qu'on puisse fumer chez le barbier en se faisant couper les cheveux, le tout pour une somme dérisoire avec de la musique Bollywood qui tue sa mère juste derrière, ça nous semblait encore vraiment folklore et vraiment super agréable. C'est vrai qu'une fois que tu t'y habitues, un peu moins, mais la grosse merde, c'est Sheila Kijavani qui était quand même le tube de l'été. C'est un morceau qui faisait la bande son d'un film de Bollywood, comme quasiment tous les morceaux connus là-bas, et qui était particulièrement médiocre. Et s'il y avait la vidéo, vous verriez Paul qui est en train de faire une superbe choré au milieu du jardin de Sciences Po. Ouais, c'est vraiment beau.